Les 3 meilleures destinations d'expatriation selon ton ambition et ton profil, c'est le sujet, c'est une nouvelle vidéo de notre chaîne AH Stratégiste dans laquelle on va parler expatriation, mais surtout destination d'expatriation. Avant de débuter les rappels habituels, pense à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications. Tu pourras également nous rejoindre sur Telegram si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes plus de 3500 membres dessus pour du contenu exclusif. Tu peux rejoindre notre canal Discord pour échanger, poser tes questions avec la communauté. C'est également entièrement offert. Tous les liens se trouvent sous la vidéo. Tu commences à en avoir l'habitude. En guise d'introduction, tu te doutes que la question qui revient le plus souvent, c'est Hugo, où est-ce que je dois m'expatrier? Quel est le meilleur pays pour s'expatrier? En réalité, il n'existe pas de réponse one size fit all, mais en réalité, une multitude de possibilités si on prend en compte l'objectif final recherché de ton expatriation. Quel est le but de ton expatriation? Car selon cet objectif final recherché, les possibilités pourront être réduites et donc il sera beaucoup plus facile de choisir et de mettre une réelle stratégie en place. C'est pour cette raison que nous allons diviser en 3 profils d'expatriation. Nous allons prendre 3 types de pays par profil et de cette manière, tu verras dans quel profil tu te situes. J'illustrerai avec un cas concret puisque l'idée de cette vidéo m'est venue d'un cas d'école très récent où j'ai conseillé 2 entrepreneurs qui avaient quasiment le même âge à 1 ou 2 ans d'intervalle dans la même situation familiale qui souhaitaient s'expatrier dans le même pays. Et en réalité, pour l'un, je lui ai dit que c'était le meilleur choix en disant « ouais, c'est excellent et tu pourras difficilement faire mieux ». Et pour l'autre, je lui ai dit que c'était le pire des choix et tout ça, en réalité, par rapport à leur situation qu'on va détailler ici. On verra qu'en séparant les types d'expatriation selon le profil, et on peut les noter en 3, et ce dont tu as besoin, on pourra voir par exemple que la LLC américaine sera recommandée à 97%, alors que dans l'autre cas, elle sera déconseillée à 100%. Également, pour que tu puisses aller plus loin si l'expatriation t'intéresse, je te mets à disposition un contenu entièrement gratuit et offert. Tu trouveras dans la description et en haut à droite de la vidéo le lien pour t'inscrire gratuitement à Expat Stratégique Pro, qui est un programme entièrement offert sur l'expatriation et la fiscalité internationale et la résidence fiscale. Comment tu peux jouer entre différents pays et prendre le meilleur dans tous les pays. Tu trouveras également une conférence privée sur la stratégie d'expatriation en 30 jours pour obtenir 3 fois plus de liberté, à la fois géographique, fiscale et capitaliste. Donc, n'hésite pas à t'inscrire. Le lien se trouve dans la description, dans les commentaires et en haut à droite. Rentrons dans le vif du sujet. Avec ce rouge vif, rentrons sur le premier profil, le profil capitaliste. Alors, le profil capitaliste, c'est quoi exactement? Le profil capitaliste, c'est l'entrepreneur qui génère un flux de revenus, un cash flow au travers de son activité et qui a besoin d'un cadre capitaliste pour créer du capital et afin d'atteindre la fameuse liberté au sens propre du terme, puisqu'on n'est pas libre avec un flux de revenus provenant du travail, on est libre quand on peut dire « va chier à ton travail ». C'est-à-dire quand ton capital génère un flux de revenus te permettant de ne plus avoir besoin de travailler. Cela dépend des personnes. On avait fait un vlog où les gens donnaient leur position du vachier, expression que j'aime bien. C'est de dire, si tu gagnes 15 000 euros dans ton travail et que ça te va parfaitement, combien de capital te faut-il pour que passivement, tu aies 15 000 euros net in the pocket? C'est ça la liberté, c'est pas autre chose. Pour créer du capital, et ce, le plus rapidement possible, il va falloir des outils capitalistes, ce qui va t'obliger d'être relativement sélectif sur les juridictions. C'est très important. Si demain, tu es dans une entreprise, je prends souvent cet exemple, et quelquefois me fait tacler sur cet exemple, si demain, tu as une énorme usine de porc, tu ne vas pas installer des boutiques dans des pays où ils ne mangent pas du porc. C'est aussi logique que ça. C'est pareil quand tu es capitaliste. Si tu veux gagner de l'argent, tu ne vas pas t'installer en Corée du Nord. Selon les pays, c'est à peu près pareil. Donc, ça va t'obliger d'être sélectif. Ce n'est pas forcément une juridiction à vie. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ça peut constituer une étape. C'est une juridiction dans laquelle tu vas pouvoir multiplier et créer ton capital, car peu de gens disposent d'un capital. Ce que moi, personnellement, je vais regarder dans une juridiction capitaliste, ça va être tout d'abord le droit de résidence permanent. Alors, pourquoi le droit de résidence permanent? Généralement,
lorsque tu es sur un visa, sur un droit de séjour, euh, tu dois attendre d'avoir le visa permanent pour avoir accès au financement. Ou, quelquefois, ton accès au financement est capé à la durée de ton titre de séjour. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as un titre de séjour de 5 ans, tu ne pourras pas emprunter plus de 5 ans. Certains pays te permettent d'avoir le statut de résident permanent immédiatement, mais il faut savoir qu'en Europe, en tant qu'Européen, tu peux t'installer dans n'importe quel pays et avoir le statut de résident permanent avec cependant des exceptions. Je pense notamment à l'Estonie, qui nous considère comme des résidents temporaires sur les 5 premières années. Si vous êtes en Estonie, vous retournez votre ID card estonienne, vous avez une date et c'est à partir de cette date que vous devenez résident permanent. Essayez d'aller demander juste une carte de crédit, vous verrez ce qu'ils vous répondent. Ce qui va m'intéresser également, c'est les infrastructures pro-business. Je parle à des entrepreneurs. Tu veux avoir accès à toutes les infrastructures pour encaisser, facturer. Par exemple, un freelance, il ne peut pas facturer avec une LLC au Nouveau-Mexique. Quelqu'un qui est sur Amazon FBA, nous avons eu le cas sur le Discord récemment, qui explique qu'il a de la difficulté à obtenir une assurance. Et tant qu'il n'a pas cette assurance, ses paiements sont verrouillés. Selon le pays, obtenir l'assurance va être plus ou moins délicat. Tu vas avoir plus facilement accès à certaines assurances avec certaines formes de sociétés, certaines juridictions. Tu as envie d'avoir un environnement pro-business. Si tu es entrepreneur, tu as envie de pouvoir encaisser. Si tu es trader, tu as envie d'avoir accès à toutes les plateformes d'investissement. Tu as envie également de faire attention aux retenues à la source. Notamment, par exemple, les gens se disent « Ouais, si je vais à Dubaï et que je reçois des royalties, tu vas payer plus d'impôts que dans d'autres pays. » Parce que tu auras une withholding tax aux États-Unis qui ne te permettra pas de recevoir pleinement ton revenu. Tu seras taxé à 30%. Donc, il y a des incidences qu'il faut tenir en compte et avoir vraiment l'image d'ensemble. Également, je veux des banques. Il va falloir avoir accès à des banques performantes, permettant d'investir, de multiplier ton cash flow et donc de constituer du capital, d'avoir accès à des services qui vont te permettre de créer ce capital, qui vont te permettre de t'enrichir, qui vont permettre de faire un effet multiplicateur en fait sur ton flux de revenus. Aujourd'hui, les gens sont trop attachés à additionner les sources de revenus, tandis qu'en sachant utiliser le levier correctement, en sachant utiliser les financements correctement, ben vous multipliez votre flux de revenus principal. Et comme vous n'êtes pas sans le savoir, multiplier va beaucoup plus vite qu'additionner. Donc, tu veux des banques qui peuvent te permettre de mettre des choses en place, qui peuvent te mettre des prêts lombards, notamment. Tout le monde en parle, mais est-ce qu'ils le font vraiment ? C'est important de le préciser. Tu veux une résidence qui te permette ta protection, tu veux une convention et tu veux une résidence facile à maintenir. Il va falloir être capable d'avoir ta résidence en moins de 183 jours si tu veux garder une certaine mobilité, pouvoir mettre en place une protection de résidence et ce que j'appelle le blindage de résidence dans le borderless entrepreneur et bénéficier également d'avantages conventionnels pour pouvoir diversifier dans les meilleures conditions possibles. Et quand je dis diversifier dans les meilleures conditions possibles, c'est pouvoir investir dans différents pays, avoir accès à différents pays, à différentes places financières. Et également, tu veux des infrastructures pour le pays, tu veux un aéroport international, tu veux des entrepreneurs, tu veux des investisseurs, tu veux une sécurité et tu veux que le pays se développe, notamment si tu vas investir dans ce pays, puisqu'il est toujours plus facile d'investir dans le pays dans lequel tu es résident fiscal. Tu peux toujours faire le choix, comme certains, d'aller acheter un appartement cash à 80 000 euros à Budapest. S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils n'étaient pas résidents du pays. Je vais maintenant prendre 3 exemples de destinations capitalistes en essayant de mettre des notes. Et je vais mettre la France en haut. En France, tu vas prendre en compte l'impôt, le net in the pocket. Ça, c'est très important. Combien il te reste dans la poche après avoir payé impôt professionnel et impôt personnel. En France, sur 300 000 euros de bénéfices et 60 000 euros net de dividendes, tu vas être à 50 000 euros d'impôts en tout. PFU plus IS. En Roumanie, tu vas réduire à 21 000 euros en partant. Je suis parti sur un principe de 500 000 euros de chiffre d'affaires puisque la micro-entreprise en Roumanie est taxée sur le chiffre d'affaires, pas sur le bénéfice. Dans la juridiction H1, tu es à 15 000 euros. Pour ceux qui me demandent, la juridiction H1, c'est une juridiction qui a été sélectionnée avec des critères capitalistes dans le borderless entrepreneur à titre d'exemple.
Les infrastructures pays, en France, on a de bonnes infrastructures d'un point de vue aéroport, d'un point de vue banque, d'un point de vue, pays, c'est facile de se déplacer. En Roumanie et dans les autres juridictions, bien évidemment, il y a une infrastructure qui est un peu moindre. D'un point de vue bancaire, la France est difficilement battable. La production de crédit en France est supérieure à la production de crédit en Allemagne, alors que l'Allemagne est un pays qui est plus riche et qui a 15 millions d'habitants en plus. La production de crédit en France est supérieure à la production de crédit en Espagne et en Italie, ensemble réunis. Ce n'est pas non plus le Burkina Faso et le Congo, les deux pays. C'est deux puissances occidentales. Donc, en France, vous avez un enfer fiscal, mais un paradis bancaire qui vous permet d'avoir accès à ça et donc de multiplier plus facilement malgré l'imposition élevée. Euh, D'un point de vue roumain, vous avez des banques, vous pouvez investir avec certaines difficultés. Peut-être qu'ils vont être simplifiés avec leur entrée dans Schengen qui permettra d'avoir le statut de résident permanent puisque la Roumanie n'est pas dans Schengen. C'est d'ailleurs pour ça qu'en France, on expulse les Roumains puisqu'ils ne sont pas dans l'espace Schengen. Il faut un visa. Dans la juridiction H1, les banques, elles ne sont pas au niveau des banques françaises, soyons honnêtes, mais elles sont bien au-dessus des banques roumaines. Et surtout, vous avez des boutiques banques. Je vous prendrai des exemples, notamment juste après. Et les infrastructures business, en France, d'un point de vue business, vous avez les banques, les processeurs de paiement, les moyens de prélèvement, les sociétés de factoring. Qu'est-ce qu'une société de factoring? C'est par exemple une société qui va t'avancer les fonds avant que ton fournisseur te le fournisse, ce qui te permet de développer beaucoup plus vite. En Roumanie, vous avez des infrastructures business. J'aurais dû mettre 3 étoiles à cause du lait roumain, mais vous avez les infrastructures, vous avez les banques, les processeurs de paiement, le CEPA, vous avez accès à tout, vous avez les grands assureurs, tout ce dont vous avez besoin. Dans la juridiction H1, ce n'est pas au niveau de la France, mais ça reste à un très bon niveau. Et d'un point de vue résidence, en France, il est très facile de conserver sa résidence quand vous êtes français, mais ça, ce n'est pas ce qui vous intéresse. En Roumanie, très facile d'avoir une résidence, pas besoin d'avoir 183 jours, mais attention, il y a des conditions en plus. Pareil dans la juridiction H1. Quand je parlais des banques, dans la juridiction H1, pour que tu comprennes bien, et je le répète, la juridiction H1 est un exemple lorsqu'on prend tous les critères sur ça. Donc, si tu prends tous les critères, que tu les analyses comme on l'a fait, tu peux le trouver. Par exemple, tu prends les banques. Tu as une banque qui te finance jusqu'à 5 millions d'euros sur des durées de remboursement jusqu'à 10 ans, échéancier de remboursement individuel, c'est-à-dire que tu peux le piloter entièrement, c'est-à-dire ça peut être du linéaire, ça peut être du non-linéaire. Tu peux mettre des biens immobiliers ou mobiliers ou même un portefeuille d'instruments financiers. Donc, tu peux mettre de l'immobilier en collatéral, du mobilier en collatéral, mais également faire du prêt lombard qui peuvent être utilisés comme garantie. C'est-à-dire que tu te sers de ton argent pour le placer, notamment au travers des ETF. Au lieu d'acheter du Bitcoin, tu achètes un ETF Bitcoin avec ta banque et tu te sers de ça pour lever encore plus. Ça, c'est des stratégies capitalistes. Tu as des banques également qui travaillent avec des banques luxembourgeoises, banquiers privés expérimentés et des spécialistes du crédit vous guideront tout au long du processus. Notre ligne de crédit garantie par un portefeuille d'investissement, prêt lombard également, peut vous aider à soutenir vos idées commerciales en gardant vos investissements intacts. Donc, tu fais un effet de levier au lieu de te servir du cash disponible à la banque, il vaut mieux mettre l'argent sur un placement, sur un ETF, même très stable, qui va s'apprécier et te servir de ça au lieu de mettre du cash. Et la coopération avec SEB Luxembourg nous permet de profiter de vastes opportunités et d'une expérience internationale pour vous proposer des solutions de financement hypothécaire dans un certain nombre de pays européens, dont la France, le Portugal, l'Espagne, la Suisse et le Royaume-Uni. Ce qui veut dire que depuis un pays, tu vas avoir des banques qui vont te permettre de financer dans d'autres pays, donc de t'exposer à d'autres risques, de t'exposer à d'autres opportunités et surtout de t'exposer à des possibilités de création de capital qui sont fortement intéressantes. Mais les gens nous disent, ouais, mais quand on est sur Internet, on peut travailler de n'importe où. Oui, il te suffit d'une connexion Internet et d'un ordinateur portable. Mais il te faut, pour créer du capital, une structure, il te faut des outils et c'est le seul moyen d'atteindre ta liberté financière. Il faut donc, excusez-moi de l'erreur, il faut donc faire la distinction entre deux choses. L'expatriation qui va favoriser la création du capital, ce que moi j'appelle une expatriation capitaliste, qui va être une sélection de pays
plus faible, mais qui ne va pas être forcément des pays dans lesquels tu vas y passer ta vie, avec des outils qui te permettent d'être libre, de te déplacer, d'aller en Indonésie si tu as envie. Ça, c'est des stratégies, c'est d'avoir le meilleur des deux mondes. Mais par contre, tu n'iras pas foutre ton business, tu n'iras pas foutre ta résidence là-bas, puisque tu veux aller le plus rapidement possible pour t'enrichir et pour arriver à une certaine liberté. Et de l'autre côté, en opposition, tu as l'expatriation qui favorise la gestion du patrimoine, la gestion de ton capital, ce que je vais appeler une expatriation rentière et que nous allons développer maintenant dans une seconde partie. Et je te prendrai un cas d'école complet sur les deux entrepreneurs qui souhaitaient s'expatrier dans le même pays. Pour l'un, je lui ai dit que c'était la destination idéale et pour l'autre, je lui ai dit que c'était un mauvais choix, tout simplement parce que c'était une question de profil d'expatriation. L'expatriation rentière. Alors, c'est quoi exactement l'expatriation rentière? Une expatriation rentière, c'est tout simplement une expatriation où tu vas profiter tout en optimisant le revenu de ton capital que tu auras déjà constitué. Donc, en fait, tu peux aller plus ou moins partout. Tu n'as pas besoin de créer le capital. Si demain, tu as 5-10 millions d'euros, tu n'as pas besoin de le créer. En réalité, seuls les détenteurs de capital peuvent s'expatrier n'importe où dans le monde et peuvent se contenter d'une connexion Internet et d'un ordi. Ils n'ont pas de business à gérer, ils n'ont pas la fiscalité des sociétés selon les pays, ils ont juste du capital et ça leur rapporte du capital. En réalité, leur niveau de capital leur permettra d'avoir accès à tous les outils et de surcroît, ils auront déjà constitué leur capital. Si on reprend le tableau de l'expatriation capitaliste et les explications, c'est totalement différent car les besoins sont totalement différents. Et par exemple, pour des personnes qui se sont expatriées dans des pays entre le capitaliste et la position du vachier, la position de rentière, ils se disent « Merde, putain, ça me fait chier de m'être coupé du levier bancaire. » Si on prend la différence entre création et gestion du capital, on reprend le 3. Droit de résidence permanent. On s'en fout de renouveler son droit de résidence. On s'en fout d'avoir une carte de crédit là-bas. On aura des banques qui nous les fourniront. On aura accès même à des centres offshore bancaires spécialisés qui auront les meilleurs produits. Et surtout, on n'ira pas foutre de l'argent dans leurs banques, notamment dans des républiques bananières. Les infrastructures pro-business, mais qu'est-ce que tu t'en branles? Car tu n'en as pas besoin. Tu es dans une position de vachier. Donc, tu peux te contenter de la petite LLC avec un compte Wise, quoi. Les banques, techniquement, tu auras déjà accès à des banques privées sur ton capital. Tu auras déjà accès, même si elles ont un ticket d'entrée élevé, tu auras accès aux centres d'affaires privés dans n'importe quel pays. Et dans ces centres privés, que tu sois résident ou pas résident, ils vont réussir à te faire des financements, ils vont réussir à te faire ça. Mais si tu n'y as pas accès, si tu n'as pas le capital, tu n'y auras pas accès. Ils te diront non, va ouvrir un compte à la Poste. Ça te permettra d'avoir accès à tout ce dont tu as besoin si tu souhaites tout de même continuer le développement de ton business et de ton capital. La résidence, la protection, la convention, tu vas vouloir sécuriser au maximum, mais cela va être relativement simple dans tous les pays. Il te suffira de bien blinder ta résidence fiscale et tu pourras avoir la vie de tes rêves. Les infrastructures pays, position du vachier, donc important sans être capital, tu t'en fous. Tu bosses pas, tu t'en fous de faire une escale dans un pays lorsque tu décides de rentrer. Donc, c'est pas un élément caractéristique. Et si tu as besoin de travailler et que tu n'as pas d'infrastructure business, j'aime bien prendre l'exemple de la LLC. Dans le cadre d'une expatriation capitaliste, le choix de la LLC, si je décide de créer un capital, le choix de la LLC ne va pas être le choix optimal. Il suffit de voir tous ceux qui l'ont utilisé et qui ont été obligés de vendre une part de leur business pour financer l'achat d'un appart, notamment dans des pays d'expatriation rentiers comme la Thaïlande. Je ne cite et je ne vise bien évidemment personne. Donc, dans ce cas-là, déconseillé à 100%. J'aurais dû mettre de la nuance parce que quelquefois, la LLC peut avoir un attrait en double étage comme on le voit sur le Borderless Entrepreneur. Mais on ne va pas rentrer dans les exceptions, sinon la vidéo va durer 45 minutes. Dans le cadre d'une expatriation de rentier, si demain je suis à l'île Maurice, que j'ai créé mon capital, je m'en fous d'utiliser une LLC pour facturer facilement des prestations. Par exemple, si je décide de faire un club privé, si je souhaite facturer des éléments de prestations, ça sera plus facile de facturer avec une LLC que facturer avec une société à Maurice. Et je n'ai pas forcément envie d'avoir l'argent à Maurice. Ça me permet également une diversification. Donc, dans ce cas-là,
je le conseille à 97%. Donc, tu vois, selon ta situation et ton besoin, quelque chose qui est entièrement déconseillé peut être fortement recommandé. Tout est une question de situation. Le tout est de savoir dans quelle position tu te situes. Généralement, les entrepreneurs ont l'impression d'être dans la position de droite alors qu'ils sont en réalité dans la position de gauche dans leur atteinte d'objectifs. Trois exemples de destination prolétaire, de destination rentière, j'aurais dû dire. Île Maurice, Dubaï, Andorre. Qualité de vie, c'est tout ce qui t'intéresse. 5 sur 5 à l'île Maurice, 5 sur 5 à Dubaï, 5 sur 5 en Andorre. Avec une petite spécificité, comme je l'ai évoqué, l'Andorre ayant un petit réseau conventionnel, tu peux te taper de plus grosses retenues à la source, notamment si tu as des investissements diversifiés. L'île Maurice a un avantage, Dubaï également. Je t'avais dit que j'avais conseillé deux entrepreneurs qui avaient quasiment le même âge et qui voulaient s'expatrier dans le même pays. Et je veux vraiment te prendre l'exemple pour les séparer. L'exemple de l'entrepreneur A que j'ai conseillé, j'ai récemment conseillé cet entrepreneur il y a quelques semaines sur son expatriation et il souhaitait s'installer à l'île Maurice. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait la vidéo La meilleure société offshore, puisque c'est ce que je lui avais recommandé s'il souhaitait s'installer à l'île Maurice pour limiter l'impact de la juridiction et augmenter les possibilités capitalistes. Je te recommanderai la vidéo en haut à droite. Mais en même temps, il souhaite investir massivement pour créer du capital. Je lui ai dit clairement, et il va se reconnaître en regardant cette vidéo, que d'aller à l'île Maurice va massivement réduire ses possibilités. On pourrait limiter l'impact, mais avec beaucoup de temps nécessaire, avec l'utilisation de la MSO, ce que j'appelle la meilleure société offshore, avec le choix de la soumettre à la fiscalité du pays de l'île Maurice. C'est-à-dire, c'est une société, tu dis dans le pays, non, je demande que vous m'appliquiez la fiscalité de l'île Maurice et vous m'appliquez 0%, qui serait dans un paradis bancaire. En gros, je pense que c'était un choix de merde par rapport à l'objectif. Si il me disait, moi j'ai envie de travailler jusqu'à 85 ans, je m'en fous de créer du capital et de continuer à faire des vidéos et de l'accompagnement à 85 ans sur mon déambulateur, là je lui dis, ouais, vas-y, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. L'exemple de l'entrepreneur B, c'est un entrepreneur qui dispose de capital suite à la cession de son entreprise, de relations qui vont avec, d'historiques qui vont avec. Quand je parle de relations, ce n'est pas les francs-maçons ou appeler Macron, c'est les relations bancaires et les interlocuteurs professionnels. Il n'a pas besoin de se constituer ses outils puisqu'il les a déjà. Il dispose de fonds qui lui ouvrent beaucoup de portes. Il peut aller où il veut car il a atteint la position du vachier et qu'en fait, il va optimiser sa situation en favorisant le versement de capital. On rappelle que le dividende, même si vous avez une société française, il est taxé, le dividende est taxé là où vous êtes résident fiscal. S'il ne veut pas travailler, vachier, mon capital me rapporte suffisamment. Donc, il va dans le pays qui lui plaît. Il est vraiment dans une position de vachier. Il n'a pas besoin de ses outils. Il n'a pas besoin de se dire, ouais, il faut que je constitue. Il est dans la situation de l'entrepreneur après avoir mis sa stratégie capitaliste en place. Quand il m'a demandé ce que je pensais de l'île Maurice, je lui ai répondu dans ta situation. L'expatriation de futurs prolos. Ah, je vais me faire des amis. La définition du prolétaire, comme le capitaliste, on va faire la définition du prolétaire. J'ai souvent fait la distinction entre capitaliste et prolétaire. Souvent, on pense qu'on va optimiser sa création de capital par uniquement l'économie d'impôts. En se disant, si je paye 2 fois moins d'impôts, je m'enrichis 2 fois plus vite. Mais ça, sur le papier, oui, ça paraît logique. Ça paraît logique. Sauf qu'on oublie souvent de se dire qu'il y a d'autres facteurs. Et on se dit, s'il me faut 5 ans pour être riche, ben là, il me faudra 2 ans et demi en payant 2 fois moins d'impôts. En réalité, les impôts sont une petite partie de ce que tu gagnes, même si à 50%, le plus important est de savoir. Cette mentalité, quoi qu'on dise, je suis désolé de le dire, mais parlons-nous franchement, est une mentalité de pauvre qui ne conçoit son enrichissement qu'au travers de sa force de travail, du flux de revenus qu'il dégage. La différence avec Jean-Jacques, qui est sur la chaîne de production et qui va bosser jusqu'à 67 ans, elle est identique.
Jean-Jacques, sur la chaîne de production, il n'a que sa force de travail pour ramener des revenus. Toi, si tu n'as que ta force de travail, tu es exactement dans la même situation que Jean-Jacques, sauf que tu as un meilleur salaire, quoi. C'est tout. Mais imaginons que tu gagnes 15 000 balles par mois, régulier. Hein, régulier. On va dire qu'en France, après les 66% de taxes, il te reste 5 000 euros. Et si tu vas à Dubaï, il te reste 15 000 balles par mois. Combien de temps te faut-il pour avoir 3 millions d'euros de capital en économisant 10 000 euros par mois? 10 000 euros d'impôts. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi 3 millions? Parce que tu as envie de travailler pour avoir en revenu de ton capital le revenu que tu as au travail. Donc, on est à peu près sur ces sommes-là. Combien de temps te faut-il? Et c'est pas difficile. Tu fais 3 millions divisé par 10 000, ça fait 300 mois. 300 mois divisé par 12 mois, parce que dans une année, il y a 12 mois, cela fait 25 ans. C'est-à-dire que pour mettre ton capital, c'est dans 25 ans. Donc rendez-vous en 2049. Ça te laisse du temps, à condition de faire ce revenu régulier tout au long de l'année. Prenez des... Si tu as uniquement ta force de travail, ceux qui acceptent d'être des prolétaires et de bosser jusqu'à 70 ans, si l'IA ne t'a pas remplacé d'ici là, en réalité, ils sont très chanceux. Ils peuvent s'expatrier partout. Ils n'auront qu'à faire une LLC au Nouveau-Mexique ou une LLP anglaise reliée à un Wise ou un Shine, et encore s'ils ne se font pas virer de ces néobanques, et faire leur business de n'importe où dans le monde comme des insouciants, comme on n'a pas besoin, on a la vie tranquille. Un peu comme Josiane, qui avec son camion peut à la fois se positionner au Bois de Boulogne, se positionner à Pigalle et l'été aller à la Croisette. 3 exemples de destinations prolétaires, différentes des 6 autres que nous avons vues précédemment. On peut compter l'Indonésie, très faible, avec un chiffre d'affaires jusqu'à un certain seuil. On peut le Monténégro, avec très peu d'imposition. Et le Paraguay, qui a une imposition faible. Et puisque la chose la plus importante, c'est le lifestyle, dans le lifestyle dans ces pays, tu auras tout ce dont tu auras besoin. Ils sont tous équivalents tout en étant différents. C'est les 3 destinations qui remontent le plus souvent. Le contenu que je vais te recommander pour aller plus loin sur cette vidéo, si tu es toujours là, la première, c'est un petit comparatif qu'on avait fait sur comment devenir riche en 2024 en comparant le levier fiscal, c'est-à-dire l'économie d'impôt, au levier bancaire, ce que tu peux faire en ayant une vision capitaliste. Et en réalité, on a de belles surprises. Et si tu regardes le nombre de likes, tu comprends que les gens ont eu une belle surprise et ont eu de la valeur. Également, pour aller plus loin, on avait fait un comparatif expatriation ou s'expatrier avec des critères capitalistes où on passe 15 ou 20 juridictions à la loupe en les comparant avec des notations capitalistes. Pareil, nous sommes sur un taux de like de 97,2%. Donc, tu trouveras énormément de valeur. Il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo. La meilleure expatriation n'est pas seulement un pays, c'est avant tout un profil, une ambition, un but recherché, comme je l'ai dit au début. Je suis un amoureux personnellement de la mer. Et comme toi, et comme tout le monde, je déteste les impôts. Si l'île Maurice, l'Indonésie était vraiment le meilleur choix, tu ne penses pas que j'y serais déjà en train de me faire rôtir le cul au soleil au bord de la mer? Mais par contre, bien structuré, rien ne m'empêche d'y aller passer 4 mois dans chaque pays tout en étant expatrié dans une juridiction qui me permet de m'enrichir en créant du capital. Personnellement, je redeviens résident fiscal français cette année. Ce n'est pas pour l'économie d'impôt ou un certain amour patriotique. C'est que c'est l'endroit où je peux mettre une stratégie capitaliste, création de capital et pas prolétaire, le plus rapidement possible pour atteindre la position du vachier. Parce que trouver des sujets pour faire des vidéos sur YouTube, au bout d'un moment, t'en as marre et ça fait pas longtemps que je suis sur Internet et personnellement, j'ai pas envie d'aller jusqu'à 75 ans comme ça. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.